Bonjour à tous, aujourd'hui Midi en France est dans le Cantal, dans les monts du Cantal et on entend les cloches des vaches salaires. Nous sommes justement à Salaire, un magnifique village et on va faire une cuisine très locale, adaptée puisque Sophie Goffinet nous fait des arancini. Alors c'est une recette italienne, mais là, en place de la mozzarella, de la tome fraîche de Salaire et du lard paysan. Donc les arancini à l'auvergnate. Nos chroniqueuses sont sur le terrain, Louisa et Hélène. Et Louisa, ce matin, nous fait découvrir les burons, ces fermes d'altitude, véritables habitats traditionnels ici dans le Cantal. Bonjour Louisa. Bonjour Vincent, bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler des burons. Les burons, qu'est-ce que c'est? Ce sont ces jolies petites maisons grises que vous voyez derrière moi et qui servaient à la fabrication du fromage. Alors, elles font partie intégrante de l'identité de la région parce que c'est là qu'on fabriquait le Salaire et pourtant, depuis les années 60, elles tombent un petit peu en ruine, dans l'oubli. Elles sont désertées, délaissées. Seulement voilà, il y a des passionnés qui restaurent, qui ouvrent au public, qui font visiter pour permettre de faire revivre cette tradition. Et c'est ça que nous allons voir ensemble aujourd'hui. À tout à l'heure. Merci Louisa, à tout à l'heure. Hélène Gâteau, notre vétérinaire, eh bien, elle doit être pas très loin des cloches qu'on entend puisqu'elle nous présente cette race emblématique, la vache salaire. Bonjour Hélène. Bonjour Vincent, bonjour à tous. Et oui, la vache du pays de Salaire, comme on l'appelait autrefois, a des origines lointaines, autour de 1850 avant d'être reconnue officiellement comme la vache de race Salaire au début du XXe siècle. Aujourd'hui, nous allons découvrir les rudiments d'un élevage de Salaire à Saint-Chamand avant d'en apprendre plus sur les caractéristiques de cette race et surtout sa rusticité. A tout de suite. Merci Hélène, à tout à l'heure. L'invité de l'émission ce matin, c'est Daniel Brugès. Daniel, il est artiste peintre, plus spécialement aquarelliste, mais aussi illustrateur et auteur d'Auvergne. Oui, parce que l'Auvergne, c'est sa région et qu'elle ne cesse de l'inspirer. Un autre qui est sans cesse inspiré par cette belle région, c'est Jérôme Doumingue, notre camarade de France 3 Auvergne-Rhône-Alpes. Jérôme, lorsqu'il se balade ici, il emporte l'Auvergne avec lui. Et Vincent, je peux vous dire que c'est lourd à porter, toute cette roche volcanique sur le dos ici, à Salaire en particulier, dont ces murs sont faits, de cette roche qui est le basalte, issu donc de l'activité volcanique à Salaire, en plein milieu donc du parc naturel régional des volcans d'Auvergne, qui s'étire sur 120 km du nord au sud, entre deux départements, le Puy-de-Dôme et le Cantal, sur 147 communes, peuplées de 120 000 habitants. C'est le plus grand parc naturel régional de France. Point culminant, le puits de Sancy, dans le Puy-de-Dôme, à 1886 mètres. Et 4 régions volcaniques se partagent ce territoire, le Cézallier, les monts du Cantal, les monts d'Or et les monts d'Aume. Salut Jérôme, comment ça va? Salut Vincent, ça va bien. Oh bah écoute, magnifique. Bonjour Sophie. Bonjour. Bienvenue dans l'émission. Merci. Sophie Goffinet qui est montée d'Aurillac ce matin. C'est ça. Pour nous faire la cuisine. Sophie, on va préparer une recette qui, a priori, semble pas très régionale, mais que vous avez adaptée. Arancini, c'est ça? Arancini, oui. Alors en fait, c'est un petit peu un cousin au chromeski cantalou, on va dire voilà. ça comme ça. En fait, le chromeski, qui est ce morceau de fromage en général du Cantal, qui va être pané et frit. et poêlé. Poêlé. Voilà, donc l'arancini, qui est une spécialité sicilienne, va avoir ce même principe, mais c'est une boulette, plutôt une boulette de riz, qui va être farcie, donc là je le fais à la tome fraîche, et panée puis frit. Et vous le faites au riz ou aux lentilles? Au riz. Non, Au je suis riz. restée sur du riz à risotto. Et le principe, toujours pareil, c'est d'avoir ce fondant à l'intérieur Et et qu'est-ce le qu'on va mettre à croustillant l'intérieur? Donc à l'intérieur de la tome fraîche. De Cantal ou de Voilà, Salaire, c'est ça. selon. Et du lard blanc paysan. Oh là là, ça c'est Voilà. bien ça. On va retrouver Louise Aoud, notre spécialiste du tourisme qui se trouve au pied des Burons. Burons, cet habitat traditionnel des monts du Cantal et qui sont carrément bien préservés dans la région. Tout à fait Vincent, je suis à une dizaine de kilomètres de Salaire, perché à 1000 mètres d'altitude. Ici, le vent souffle très très fort. Tout autour de moi, on peut voir des montagnes magnifiques, des arbres sublimes, un dégradé de verre à perte de vue. Regardez, regardez comme c'est beau. C'est vraiment magnifique, très sauvage. Puis on est là pour parler des burons. Alors buron vient du mot bure qui signifie petite cabane, petite habitation. Il s'agit de ce que vous voyez derrière moi, de petites habitations au charme ravageur. Et je vais retrouver Michel pour en savoir un petit peu plus. Bonjour Michel. Alors expliquez-moi, qu'est-ce que c'est un buron? Ça servait à quoi? Un buron, ça c'est une habitation qui sert à faire
un endroit où on fait le fromage, où on fait murer le fromage dans les caves et tout ça, voilà. Alors pourquoi? Parce qu'on est dans les hauteurs, c'est pendant la transhumance qu'on fait ce fromage très particulier, pas n'importe lequel, le Cantal, le Salaire. Bien sûr. Alors il y avait 3 personnes qui vivaient dans ces burons et chacune d'elles avait une fonction très particulière. Il y avait le vacher qui était le maître des lieux. Le grand patron. Le grand patron, oui. Donc lui, il traisait, il caillait le lait, c'est le grand responsable. Après, il y avait le boutillier. Donc lui, il aidait le vacher, il avait une responsabilité aussi. Et le pâtre qui avait 13 ans ou 14 ans, qui lui allait chercher les petits veaux pour faire téter à la maman, pour amorcer le lait. Alors pourquoi les veaux étaient là? Parce qu'il faut savoir que la vache salaire a besoin de la présence de ces petits veaux pour faire du lait. Je trouve ça adorable. Alors, l'origine des burons date du XIIIe siècle. Celui qu'on voit derrière nous est du XVIIIe. On voit bien cette pierre volcanique typique de la région parce que tout autour de nous, eh bien, nous sommes sur un volcan. On voit les toits en lauze. Donc, c'est vraiment des architectures assez typiques. Et vous avez restauré ce buron qu'on voit derrière nous pour l'ouvrir au public parce que depuis les années 60, ils ont un peu été abandonnés. Il n'y en a plus que 3 en activité. Pourquoi c'est important pour vous de préserver ce patrimoine, de l'ouvrir au public, de le faire visiter? C'est important parce que quand même, il y a eu 1000 burons en activité à une époque, avec 3 personnes par bureau. Ça faisait une grosse industrie. Il y a des gens qui ont travaillé, qui ont nourri des gens, donc il fallait qu'il reste quelque chose, quoi. Voilà. Et puis, Michel fait le timide. Mais avant que la caméra ne soit allumée, il me disait, mais moi, ces burons, pour moi, c'est une histoire d'amour. Oui, mon père a été vacher aussi, donc tout ça. Donc, on a tous de la famille qui a travaillé là-dedans, hein, dans le Cantal. Voilà. Et c'est intimement lié à l'identité du Cantal, de l'Auvergne. Donc vraiment, nous, on vous invite à venir découvrir ces burons, à venir les visiter. Et puis, vous allez pouvoir avoir le plaisir aussi et surtout de profiter de cette vue incroyable. Merci Louisa, à tout à l'heure. Alors notre invité nous a rejoint, c'est Daniel Brugère. Bonjour Daniel. Bonjour Vincent. Bienvenue à Midi en France. Alors Merci. Daniel, c'est un aquarelliste, un artiste peintre, mais aussi un observateur de sa région qu'il adore, l'Auvergne. Alors on voyait à l'instant les burons, c'est justement le sujet de cet ouvrage. Alors ces belles aquarelles qui sont les vôtres, là on voit évidemment les vaches salaires avec leurs belles cornes en forme de lyre. C'est à destination plutôt des enfants, vous diriez ? Oui, alors cet album-là, c'est vrai que j'ai écrit divers ouvrages sur le Cantal plus particulièrement. Celui-ci que j'ai réalisé avec un écrivain qui s'appelle Antonin Malroux est vraiment à destination des enfants, donc à partir de 6-7 ans jusqu'à... on peut dire 99 ans, mais c'est vraiment pour présenter cette vie qu'on découvre de moins en moins, puisque les bureaux ont de nouvelles destinations maintenant. Mais on tenait à livrer un témoignage sur cette vie paysanne en montagne. Ah oui, nous on l'adore ce Cantal et on va tout de suite plonger avec Sophie dans la cuisine cantalienne. On dit cantalou ou cantalien Oui, cantalou. Ici on dit cantalou. Ici on dit cantalou, oui. Oui, voilà. Alors allez, mangeons cantalou. On va démarrer par cette première étape qui est la confection du risotto. Donc on démarre avec une huile d'olive. Et hop, les petits oignons et là, émincés. on a ciselé des oignons. D'accord. On n'hésite pas à être généreux. Et à ces oignons, on va ajouter le riz à risotto. Donc, on prévoit l'équivalent d'un verre pour 4 personnes. Un verre pour 4 personnes, c'est-à-dire environ 150 à 200 150 grammes à 200 grammes. D'accord. Donc, une fois qu'on a nacré notre riz, on va y ajouter du vin blanc. Ah oui, toujours le petit coup de vin blanc. Là, 5 centilitres, 5-10 centilitres 5-10 centilitres. Et une fois que le riz a bien absorbé le vin blanc, là, on va ajouter notre bouillon. Moi, j'ai utilisé un bouillon de volaille. Ça peut être un petit bouillon de bœuf. Chez vous, vous utilisez un petit cube dilué dans de l'eau. D'accord. Et donc là, le principe, ça va être de l'ajouter en plusieurs étapes. Notre riz il va avoir besoin d'une petite vingtaine de minutes pour arriver à sa cuisson et à sa consistance idéale. Donc, on va à chaque fois laisser le temps au riz d'absorber le bouillon et on va en ajouter 4 fois jusqu'à ces 20 minutes pour qu'il ait la consistance idéale. Parfait, merci Sophie. On se retrouve dans une seconde. On va retrouver Hélène Gâteau, notre vétérinaire, qui se trouve à Saint-Chamand, à quelques kilomètres de Salaire. C'est justement le berceau de la race Salaire.
Oui Vincent, et ce matin, je vais à la rencontre d'un jeune éleveur qui a repris le flambeau de l'exploitation familiale. C'est la 3e génération dans cet élevage de vaches de race salaire. Bonjour François. Bonjour. Alors, j'ai vu beaucoup de vaches salaires en extérieur. Pourquoi vous m'avez donné rendez-vous ici dans un bâtiment ? Ben, c'est vrai que la salaire, c'est la vache des grands espaces, hein, mais voilà, aujourd'hui, on a rendez-vous ici puisque c'est une période cruciale donc, dans la vie d'un éleveur, c'est-à-dire qu'on est en période de sevrage. On sépare les animaux, les jeunes de leur mère. C'est-à-dire derrière nous, on a un petit cheptel d'animaux de quel âge ? Alors voilà, ici ce sont des femelles donc, qui ont entre 8 et 10 mois. Donc elles ont l'âge en fait d'être séparées de leur mère, hein, puisque leur mère ont diminué leur production de lait. Et en fait c'est la coupure. C'est la coupure avec le cordon familial, c'est nous qu'on prend le relais, quoi. Est-ce que c'est un peu brutal pour les animaux d'être séparés de leur mère à cet âge-là ? Ben justement, nous, on fait tout pour que ce soit le moins brutal possible. C'est-à-dire que nos animaux, on va les séparer de leur mère, mais on va leur accorder toute l'attention qui est nécessaire. C'est-à-dire que ces animaux, aujourd'hui, je viens les voir 2 fois par jour. Oui. Je passe au milieu, on communique, ça passe par des caresses. Ah oui, il y a vraiment du toucher. Vous essayez d'avoir un contact physique avec vos bêtes ? Voilà, le but, c'est d'avoir un contact physique. Il faut qu'en fait, on soit un peu le parent de substitution, Oui. pour qu'après, au niveau de notre travail quotidien de tous les jours, ces animaux nous reconnaissent et qu'on puisse avoir un lien avec eux pour travailler en sérénité, quoi. Donc là, elles ont 8-10 mois, elles vont repartir en extérieur quand elles auront quel âge ? Là, disons que pendant la période de sevrage, donc on les ferme en bâtiment pour pouvoir bien être à leurs soins. Oui. Ensuite, elles vont repartir un petit peu dehors avant la période hivernale qui va commencer au 15 novembre. Et ensuite, elles iront en bâtiment jusqu'au printemps prochain. Oui. Et là, une fois qu'elles seront en extérieur, elles vous connaîtront bien. Donc, quand vous irez les voir, eh bien, ça sera plus simple alors. Voilà, le but, ça sera qu'à chaque fois qu'on va les voir en extérieur, en estive, ces animaux viennent vers nous d'eux-mêmes, simplement pour dire bonjour. Merci François. Bon, je vous donne quand même rendez-vous cette fois-ci dans des pâtures pour aller voir des salaires en extérieur. À tout de suite. Merci Hélène. À tout de suite dans l'émission. Cher Daniel, cette race salaire, c'est vraiment les vedettes dans la région, ces vaches. Ah, complètement. Ce sont vraiment des reines, il n'y a pas d'autre mot. C'est la plus belle des vaches. Bon, il y a un certain chauvinisme quand je dis ça. Je suis fils d'éleveur, fils de paysan. Ah, voilà. Donc automatiquement, quand on parle de vaches, voilà, je réponds présent. Et quant à la salaire, bien entendu, une des plus grandes vaches d'Europe par sa taille. Une des plus belles, on l'a dit, et cette couleur acajou, cette couleur rouge, d'ailleurs ici on dit les vaches rouges, elles sont vraiment magnifiques, ces cornes en lyre qui représentent presque des déesses. Moi je m'extasie à chaque fois. Quoi de mieux que de peindre ces vaches salaires quand vous les avez avec leurs veaux dans nos pâturages, c'est magnifique. Et on est justement sur la place Tissandier d'Escousse, qui a été l'inventeur, le promoteur de cette race salaire. Exactement, alors chez nous on dit le naisseur. Le naisseur, ouais, c'est lui beau. qui en fait a énormément sélectionné les races locales qui étaient là. C'était au milieu du 19e siècle. Au milieu du 19e, Tissandier d'Escousse faisait partie de la noblesse un petit peu locale. Et suite à différentes visites dans d'autres régions de France où on avait commencé des sélections bovines, Tissandier a vraiment œuvré pour cette race emblématique. Il a organisé des concours agricoles, il a eu des prix du ministère et la race vraiment s'est améliorée sous son égide. Daniel, vous écoutez, me donne de l'appétit et on a Sophie qui est prête à réaliser ses arancini. Alors là, notre riz, il est à bonne consistance, il est refroidi. Voilà, il est refroidi, il est un petit peu compact. Comme un riz à sushi un peu, au moment de le façonner. Oui, c'est ça, le côté un peu collant et bien gonflé. Donc l'intérêt là, ça va être de le mélanger avec ce lard blanc. Donc là, on l'a taillé en petits dés. D'ailleurs, il y a encore des épiceries auvergnates, des magasins de produits auvergnats à travers la France où on peut trouver ce lard blanc. Et s'en servir comme matière grasse, on peut le faire fondre à la poêle et récupérer le gras qui fond. On peut le faire fondre, on peut faire des tranches toutes fines à la trancheuse et le mettre sur un gratin de pommes de terre. Ah ouais, c'est merveilleux. On peut au dernier moment le mettre sur n'importe quel plat chaud, il va juste fondre et c'est sublime. Allez, simplement. on mélange le riz, le riz. Voilà, on mélange notre riz avec notre lard gras. Et donc ensuite, on va constituer nos boulettes de riz avec la tome fraîche. Le visuel, ça ressemble à du beurre. Quand on Ouais, regarde comme ça, on pourrait croire des beurre. cubes de beurre. Et en fait, l'intérêt de la tome fraîche, c'est qu'une fois fondue, elle va avoir cette consistance un peu de mozzarella.
Donc là, j'ai constitué ma boulette. Je vais On farine. Voilà, on farine. Là, on va faire notre panure. Donc le principe de la panure, c'est une première étape, on farine. Et ensuite, la farine va nous permettre de faire accrocher l'œuf. Et donc, je termine dans la chapelure. Je vois que vous pressez, Sophie, hein, Voilà, pour faire je pénétrer presse la pour chapelure que un peu. la chapelure accroche bien. D'accord. Voilà, donc là, on a confectionné notre boulette. Et donc, la dernière étape, ce sera de la plonger dans notre huile de friture. Moi, j'utilise de l'huile de colza. Ça permet d'avoir quelque chose de bien doré. Alors, Mais pas brûlé. Je vais voir, voilà. Oh là Mais là. pas brûlé. Et l'intérêt, c'est surtout que ce qu'on veut, c'est qu'à l'intérieur, on ait notre fromage qui est le temps de fondre et notre lard également qui commence à suer. Oui, donc ça Comme il recuit un peu l'intérieur. Donc, il faut que la chaleur pénètre bien à l'intérieur. Combien de temps? Voilà. Donc là, 2 petites minutes. Ça va un peu Je fort, vais là, baisser hein, un petit peu. Parce que la chapelure va être dorée avant que ça soit cuit à l'intérieur. Et si on veut, on peut les terminer 5 minutes au four pour être bien sûr qu'à l'intérieur, on ait un beau résultat. On va goûter ça dans quelques minutes. Pour l'instant, nous retrouvons Louise Aoul, notre spécialiste du tourisme, qui se trouve au cœur d'un buron auvergnat transformé en musée, Louisa. Tout à fait, Vincent, et je suis plus particulièrement dans une pièce qu'on appelle le Bédéla et qui servait traditionnellement à abriter les veaux. Alors nous allons parler de l'histoire des burons à travers celle de Jean-Pierre, corrézien d'origine. Il s'installe dans la région il y a 25 ans. Pourquoi? Parce qu'il tombe fou d'amour avec ces petites maisonnettes au point d'y consacrer un musée. Et je retrouve sa fille, Lise, pour en savoir un peu plus. Bonjour Lise. Bonjour. Alors ton père s'est installé ici parce qu'il est complètement tombé amoureux en fait des burons et des buronniers. Oui, il est arrivé ici il y a 25 ans. Il a découvert les bâtiments, les burons, et il a décidé de reconstruire ces burons pour expliquer, pour montrer aux gens comment ça se faisait autrefois. Parce que ce buron dans lequel on se trouve était à l'état de ruine. Il a installé toute une collection d'outils qui appartenaient aux buronniers et qui nous permet de retracer un peu les différentes étapes de la fabrication du fameux salaire. Grâce à ces outils récupérés dans les fermes, dans des burons qui étaient en train de se démolir, plus en activité, ça nous permet d'expliquer, de montrer aux gens cette fabrication du fromage. Alors explique-moi, montre-moi, dis-moi à quoi servent tous ces outils. Alors cet outil-là est particulier, c'est une gerle, l'outil qui permettait de récupérer le lait. Et ensuite, ce lait, pour la fabrication, on devait y verser de la présure pour faire cailler le lait. Et ce cailler, on devait le presser pour obtenir de la tome qu'on devait ensuite émietter pour pouvoir la saler. C'est un peu la particularité du salaire, c'est-à-dire que c'est la tome qui est émiettée puis salée. Certains de ces outils ont près de 200 ans. Aujourd'hui, c'est toi qui fais visiter ce lieu, qui raconte l'histoire des burons. En fait, la passion de ton père t'a contaminé. Oui, on a la chance d'être arrivé ici quand on était tout petit. Et du coup, on a eu cette passion, il nous l'a transmise à ce moment-là. Et du coup, maintenant, on raconte encore l'histoire de ces buronniers. Et on est aussi avec mon frère, Rémi, qui lui, est plutôt spécialiste de la truffade. Il fait la cuisine. La truffade qui est un plat traditionnel absolument incontournable. Eh bien, merci beaucoup Lise. Je voulais vous montrer une dernière petite chose que j'ai trouvée adorable. Parmi les outils, on a celui-ci, cette planche qu'on appelle la trace à doux. Alors, la trace à doux sert à séparer le cahier. Et c'est un outil indispensable pour le buronnier au point. Il y est tellement attaché qu'il va le personnaliser en gravant des petites choses. Ici, nous avons un cœur, on a une croix. Tous ces objets ont véritablement une âme parce qu'ils ont appartenu à de vrais gens et qui racontent un vrai savoir-faire. Je vous invite vraiment à venir visiter ce lieu parce qu'en plus de toutes les découvertes, vous allez pouvoir avoir le plaisir de déguster du salaire. Merci Louisa. Alors Jérôme, il y a un autre moyen de découvrir la région, c'est évidemment la randonnée dans cette belle nature. Et notamment du côté du col de l'Égal, il paraît que c'est superbe. C'est vrai. On n'est pas loin de Salaire, on est à 15 km à peine, 20 minutes en voiture. Le col de l'Égal, situé entre 1100 et 1300 mètres d'altitude, un superbe lieu, notamment l'hiver, pour y pratiquer le ski nordique, 43 km de pistes balisées. Et l'été, évidemment, place au vélo, place à la randonnée à pied, place au vélo, place au cheval également. C'est l'un des derniers lieux d'ailleurs, destinés, on en parlait dans cette émission, destiné à la fabrication des fromages sur place dans les burons. Et puis à proximité du col de l'Égal, il y a le fameux GR400, chemin grande randonnée emprunté par les grands randonneurs, ceux-là qui l'empruntent pour aller contempler les vallées glaciaires notamment, et puis tous ces pâturages d'altitude. Ils peuvent faire un détour par le col de l'Égal pour aller manger à l'auberge notamment. Et qu'est-ce qu'on y mange à l'auberge? La fameuse truffade.
Et ça ne se refuse que très difficilement, une petite truffade. Daniel, cette rando, vous êtes adepte, je suppose, Ah, dans cette région. Tout à fait. Alors là, je pars avec mon sac à dos, mon matériel de peinture. Et c'est vrai qu'entre Douar et Bertrande, le nom de ces deux rivières qui sont tout près du col de l'Égal, c'est vraiment un plaisir. Mais alors, on en prend plein la vue. Il faut vraiment découvrir cette zone qui n'est peut-être pas la plus connue justement du Cantal, mais alors un espace magnifique, superbe, sublime. Eh ben, les grands espaces dont vous nous parlez, ça ouvre l'appétit. On retourne voir Sophie, qui est notre chef et qui va nous préparer le coulis de tomates qui accompagne les arancini. Voilà, c'est ça, tout à fait. Donc là, les fameuses tomates du jardin donc, que j'ai pelées. L'avantage quand on a des belles tomates qui sont bien mûres, c'est qu'on les pèle comme ça avec un petit couteau. Voilà. Donc j'en ai fait des gros dés, voilà, que je vais, avec un petit peu d'huile d'olive, faire suer. Donc là, le principe, c'est pas de trop les agresser. On veut garder la fraîcheur de la tomate. D'accord. Le côté nature. Le côté nature, le côté presque un peu cru de la tomate. Voilà. Et on va y rajouter un petit peu d'ail. Voilà. Un peu de gingembre. Ah. Amener un petit peu de peps. Ensuite, un petit trait de sauce soja. Et là, on attend un petit frémissement et on sera bon. On n'aura plus qu'à mixer. Et donc, une fois mixé, on aura un beau petit coulis comme ceci. Ah non, là, c'est toute la fraîcheur du jardin